Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous avez trois visages avenants là à l'écran. Le visage de Virginie Ducet, de Pierre-Henri Amalric et le mien, peut-être un peu moins, mais tout de même. On est parti on embarque pour une heure sur un bilan vu par Expertime, et on vous expliquera qui est Expertime, ça vous permettra de comprendre quelle est la légitimité à faire un bilan du digital learning 2024 par ces équipes. Et puis on parlera aussi de, eh bien, ma foi, des perspectives 2025. Voilà, c'est parti pour une heure avec des échanges avec notre audience, je l'espère. Vous avez un environnement qui est très simple d'utilisation. Vous pouvez chatter, poser des questions, réagir sur ce que l'on dit, contribuer. Il y a évidemment beaucoup plus d'intelligence globalement que chez les trois intervenants seuls-mêmes. Donc faisons jouer l'intelligence collective. Alors ce que je propose, c'est peut-être de donner maintenant la parole aux intervenants pour qu'ils se présentent. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les slides à l'écran, mais allons-y. Peut-être on va commencer par Pierre-Henri Amalric, qui est le CEO d'Expertime. Pierre-Henri. Et bonjour à tous, donc Pierre-Henri Amalric, je suis le directeur fondateur de la société Expertime, donc une société qui a, on peut le dire, presque 30 ans d'expérience dans la formation en ligne. Et Virginie. Et Virginie, qui fait partie de l'équipe. Mais Virginie, tu es dans une filiale, je crois, d'Expertime, si j'ai bien compris. Alors je suis, Virginie Ducé, je suis responsable du département learning sur mesure au sein d'Expertime et on est dans la cellule Expertime Easy, voilà, vraiment dédiée à la création de ressources pédagogiques, à l'accompagnement et à la formation de nos clients sur l'outil Elucidat. Alors, juste un mot justement sur Expertime. Expertime, bon, Pierre-Henri disait 30 ans d'expérience dans le domaine du e-learning. Autant dire que l'entreprise est née dans la vague e-learning avec une offre en matière de technologie très tôt. Alors pour les anciens WBT managers, ça rappellera quelque chose. C'est la plateforme LMS qui était supportée, francisée par Expertime au début des années 2000, et puis ensuite Expertime a développé ses propres outils. On en parlera d'ailleurs dans le webinaire, notamment je pense à Quiz Manager, qui est un outil d'évaluation de l'impact et de la qualité de la formation, mais a développé aussi toute une activité de création de contenu e-learning sur mesure, ce qui a poussé évidemment Expertime à aller rechercher les meilleurs outils sur le marché mondial, les meilleurs outils auteurs. Bref, il y a un panel là, si on parle de l'évaluation, des plateformes LMS, des contenus sur mesure, etc., qui offrent une position de marché tout à fait intéressante à Expertime. Donc, on va parler de cela aujourd'hui avec peut-être une première observation sur le marché du digital learning. Et donc, notamment cette question de la simplification des outils. Alors, tout de suite, la parole à Pierre-Henri. Ton point de vue, quelles sont les grandes tendances que tu observes sur l'année 2024 chez tes clients? Chez nos clients. Écoute, ouais, effectivement, comme tu le disais, on a une expression de one-stop shop, donc on a vraiment une vision un peu 360, un petit peu du marché du digital learning. Comme tu le sais, on intervient en tant qu'éditeur, en tant que distributeur de solutions auteurs, en tant que prestataire de services pour accompagner nos clients. Et il y a un sujet qui devient vraiment, en tout cas, très récurrent de clients qui font, ou en tout cas qui expriment le besoin de simplifier leur dispositif de formation. On a quand même des clients qui ont un LMS, voire même parfois plusieurs LMS au sein du groupe. Ils ont parfois un TMS qu'il faut connecter, des outils de création de contenu, des outils d'évaluation, certains ont aussi des outils d'animation du présentiel, des classes virtuelles, des applications mobiles, des fournisseurs de contenu qui ont également leur propre back-office, voire même pour certains des LRS pour les plus avancés. Bon, bref, beaucoup d'acronymes et finalement beaucoup de problèmes d'interopérabilité quand même.
beaucoup de contrats à gérer, beaucoup d'interlocuteurs, et on sent qu'il y a une vraie recherche de simplifier un peu tout ça. La recherche un petit peu de la solution couteau suisse. Alors, couteau suisse, tu sais que j'ai toujours un petit peu de mal parce que c'est effectivement excessivement pratique. En revanche, la difficulté des couteaux suisses, on a un petit problème de profondeur fonctionnelle. Et là, je pense que nos clients, quand même, sont pas prêts à abandonner cette richesse fonctionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Bah, c'est très clairement des demandes de cahiers des charges très complets qui oublient aucune dimension du digital learning et, euh, et avec clairement je répète, effectivement une demande importante dans les fonctionnalités et puis qui anticipe aussi le rôle de l'IA dans leur dispositif. Hein. Donc ça, je pense que c'est une vraie demande. Voilà un petit peu le retour que je ressens, c'est vers des écosystèmes plus simples. Voilà. Donc, si je résume ce que tu viens de dire, il y a une idée forte là, c'est l'idée à la fois que les entreprises, les directions formation cherchent à simplifier leur écosystème digital de formation parce qu'il y a une multitude de plateformes aujourd'hui qui sont utilisées au sein d'une entreprise, en particulier quand on parle de grandes entreprises. Mais en même temps, comment dirais-je, les directions formation, ce qu'on peut comprendre, ne veulent pas finalement renoncer à un certain nombre de fonctionnalités qui leur apparaissent comme vraiment essentielles. Et donc, la question pour des gens comme vous, c'est d'aider le client à définir le must-have du nice-to-have, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est prioritaire d'avoir aujourd'hui pour assurer les services de base, mais qu'est-ce qui doit pouvoir s'implémenter dans les mois, les années qui viennent. Et ça, c'est tout le jeu de ce qu'on appelle le batch finalement en informatique, c'est-à-dire la capacité à choisir des solutions évolutives qui répondent aux priorités du moment, mais qui sont capables de s'adapter aux priorités de demain par l'entreprise. Je reviens sur l'idée de l'intelligence artificielle. On mène chaque année avec Innovative Learning, e-Learning Expo, qui est un des principaux salons du digital learning en France, une grande enquête du digital learning. Et effectivement, on a 2 tiers des répondants, plusieurs centaines de répondants, aussi bien des fournisseurs d'ailleurs que les entreprises utilisatrices, qui correspondent, qui considèrent que l'usage de l'IA générative et de la data est une innovation clé pour l'année 2024-2025. Est-ce qu'on peut dire que ça traduit le fait que l'année 2024 a été l'année de l'IA? Bah, je pense que bon, on a enfin, je pense qu'on a tous découvert parce que enfin, l'IA générative, ça, je pense qu'on a tous été bluffés. Alors déjà en 2023, hein, c'était déjà un mouvement, même si l'IA a quelque chose qui imprégnait déjà un peu notre quotidien, mais peut-être de façon plus discrète, l'IA générative a été très spectaculaire. Alors je crois qu'aujourd'hui il y a plus un seul éditeur qui n'a plus qui n'a pas intégré une dose d'IA dans ses outils. En tout cas, on le voit bien en 2024, que ce soit pour de l'IA générative, pour les créations de contenu, création de questionnaires, la traduction, la médiatisation. Bon, je pense que Virginie du reste pourra partager son expérience, qu'elle commence à avoir un bon retour de ces outils. Mais pas que, il y a aussi, il n'y a pas que l'IA générative, il y a aussi l'IA analytique. Et nous, on le voit dans nos outils d'évaluation, puisqu'on va s'appuyer sur l'analytique pour justement les corrections, pour les recommandations de contenu sur les LMS. Ce sont des choses enfin, qui arrivent et qui sont en train d'arriver en force. Et très clairement, je pense qu'il y aura un virage qu'on pourra peut-être anticiper sur les années à venir sur l'analyse des données, parce que faut reconnaître qu'on collecte depuis de nombreuses années énormément de données en termes de digital learning. Hein. On a ce qu'on va appeler les LRS, hein, les Learning Record Store, où on va même bien dépasser les data, et pas uniquement du digital learning, aussi sur le présentiel, sur l'ensemble de données. Et je pense que l'IA jouera un rôle très important, en tout cas l'analyse jouera un rôle très important dans toute l'analyse de ces données. Mais oui, très clairement, ça a été la consolidation de ce qu'on a pu apparaître en 2023. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est qu'au fond, il y a 2 aspects à l'IA, si je te suis bien. Il y a l'aspect learning analytics, c'est-à-dire l'utilisation finalement des données via des algorithmes, des données qui sont consolidées depuis 20 ans à l'intérieur des LMS, des LRS, etc. Et il est vrai que moi, je constate qu'il y a encore une culture de la data qui est insuffisante
au sein des directions formation parce que elles auraient pu déjà utiliser depuis une dizaine d'années et plus les données qui sortent des plateformes LMS de façon beaucoup plus pertinente et puissante que l'utilisation qui en est faite en général. D'ailleurs, parfois, quand on s'aperçoit en tant que directeur formation que la plateforme LMS n'est pas beaucoup utilisée, il n'y a pas beaucoup de trafic, on préfère mettre les données de côté Ouais. et ne pas communiquer là-dessus. Bon, ça c'est un phénomène bien connu. Je pense qu'il faut sortir de ça pour avoir une exploitation beaucoup plus puissante des data. Donc ça c'est l'aspect learning analytics et c'est vrai que les nouvelles évolutions de l'intelligence artificielle ouvrent un champ énorme là-dessus. Mais il y a un deuxième aspect qui est encore plus, comment dirais-je, et Virginie en parlera plus tard, qui est encore plus spectaculaire, c'est l'aspect d'IA générative, c'est-à-dire l'IA qui vient finalement aider le formateur ou le concepteur ou le chargé de projet formation finalement à toutes les strates de sa fonction à produire finalement des contenus. Tu parlais non pas de présentiel, mais d'angle mort dans notre préparation du digital learning via le présentiel. On va passer maintenant, on va essayer d'éclairer cette question en passant sur le figital et les enjeux pour les organismes de formation. Donc, toujours me référant à cette grande enquête du digital learning, un autre chiffre intéressant, 56,3% des entreprises constatent un développement du e-learning dans leur dispositif de formation et du blended, dans une association avec le blended learning d'une façon générale. Donc, ma question est là, concerne plus votre clientèle, votre segment de clientèle sur les organismes de formation ou les centres de formation des entreprises. Quelles sont les pratiques que vous avez observées pour essayer de mieux combiner le présentiel et le digital dans ce qu'on appelle finalement le figital? Écoute, oui, c'est un mouvement assez intéressant parce que j'ai un peu l'impression, en tout cas, encore une fois, vu de notre marché, que les organismes de formation n'avaient pas forcément implémenté toutes les dimensions du digital learning. Euh, alors, on les a vus apparaître durant les phases de confinement, puisque effectivement, là, il était impossible de reprendre les formations présentielles. Post-Covid, quasiment tous nos clients nous disaient qu'ils étaient revenus à du quasiment 100% présentiel. Et puis depuis quelques temps, on revoit ces clients revenir sur des projets réellement blended, alors qu'on a peut-être pu déjà rencontrer dans d'autres secteurs d'activité. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une demande accrue de dispositifs digitaux. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on utilise un petit peu dans le mode du commerce, où il y a ce mélange du commerce physique et du commerce virtuel. On peut vraiment très clairement parler de formation digitale, où on voit donc ces organismes de formation qui nous demandent très clairement de mettre des véritables stratégies blended. On n'était pas forcément habitué. Alors, on avait déjà mis en place ce genre de dispositif pour d'autres clients, essentiellement nos clients grands comptes, mais pas forcément pour les organismes de formation. Et là, nos dernières signatures, on voit vraiment des très grands groupes de formation arriver avec ce genre de stratégie, de grande pédagogie mixte, avec des mélanges synchrones, asynchrones, présentiel, distanciel. Voilà, donc, alors, c'est pas sans conséquence, parce que ça nécessite quand même des LMS qui prennent vraiment en charge cette dimension de la formation synchrone, toute la logistique, donc planification des sessions, je sais pas, l'émargement, gestion des ressources pédagogiques, notification des participants. Donc ça demande quand même des LMS qui ont une véritable comment dire, prise en charge également des formations synchrones, ce qui n'est pas forcément le cas des LMS classiques. Donc ça, c'est une première conséquence. Et puis, on a quand même aussi un deuxième sujet à gérer, je pense que tu l'as bien exprimé, c'est ce qu'on appelle, ce que tu appelles, et je rejoins bien dans cette expression, l'angle mort de la formation présentielle. C'est vrai que le digital learning nous habitue depuis quelques années d'avoir énormément de données. On a énormément de données sur la progression, sur les résultats, les compétences essais, le temps passé, ce qui n'est pas forcément le cas de la formation présentielle, où, où là, lorsque l'animateur ferme sa porte, les échanges ne sont pas forcément tracés. Alors, on a eu l'occasion, nous, de mettre en place
des outils qui permettent justement de collecter de la data. Donc c'est une solution chez nous qui s'appelle MobiTeach et qui permet, qui propose déjà technique très intéressante parce que déjà ça permet de collecter de la data, de faire de l'évaluation, d'être compatible avec ce qu'on appelle des LRS. Et ça c'est très intéressant parce qu'on a vraiment un continuum finalement en termes de data. Ça, puis c'est aussi une réponse pédagogique assez intéressante parce qu'on fait aussi des contenus qui sont très engageants avec des réveils pédagogiques autour de quiz, des jeux interactifs, voilà, donc ce sont des outils assez intéressants en termes d'engagement. Et voilà, donc c'est un sujet sur lequel je pense que Virginie, peut-être que tu peux je crois que tu as de bons retours sur ce type d'expérience. Oui, alors tout à fait. En fait, en termes d'activités pédagogiques engageantes, on a justement plutôt un bel exemple à partager. On a réalisé une capsule ludique, du type jeu de loi avec justement MobiTeach pour notre client APAV. Cette capsule, elle a fait suite à une première capsule qui avait été déjà développée, sur une base de Trivial Pursuit, dont le format en fait avait convaincu, déjà en amont et facilité la création de ce second jeu. Donc cette capsule ludique, jeu de loi, en fait, elle a été intégrée à un dispositif plus large de formation. Elle est à destination de tous les collaborateurs du groupe et son objectif, c'est de mieux faire comprendre et d'aider à s'approprier la stratégie RSE, du groupe APAV. Donc c'était un gros enjeu de leur côté, parce que ça devait être déployé auprès de 14 000 collaborateurs à former très rapidement, donc en 4 mois, par le biais des managers et ceci en 8 langues, dont le vietnamien, le polonais, voilà, d'autres parmi les langues. C'est une capsule en fait qui se joue en synchrone. Elle se joue aussi bien en présentiel qu'en distanciel. On a un animateur qui va gérer 5 équipes qui peuvent être composées jusqu'à 5 joueurs et qui vont s'affronter à travers 2 phases de jeu. Alors pour vous donner 2-3 mots sur les phases de jeu, une première phase type plutôt buzzer qui enchaîne des questions de quiz générales qui se jouent individuellement mais qui font remonter un score à l'équipe à laquelle vous appartenez. Et ensuite, il y a une deuxième partie, donc toujours digitale, mais jeu de plateau, jeu de loi, qui se joue tour par tour en équipe. Donc une question est posée, l'équipe va devoir se concerter, donc les autres équipes entendent ce qu'ils disent, et ils vont décider de leur réponse, ils vont la valider dans un temps donné. La bonne réponse leur permet de gagner des points et d'avancer sur le plateau de jeu. Une mauvaise réponse font qu'ils restent sur la case et ils attendront le tour suivant pour pouvoir répondre à nouveau à la question. On leur laisse une deuxième chance de pouvoir bien répondre. Chaque question, ce qui est important, c'est qu'elle va donner l'opportunité à l'animateur formateur de pouvoir donner du feedback et de pouvoir aussi ajouter de l'information et aller plus loin. En fait, dans le feedback, il y a une carte qui se retourne avec de l'information pour aller plus loin, qui permet à ce moment-là à l'animateur de pouvoir diffuser plus de contenu. Le but du jeu, évidemment, c'est d'avoir cumulé le plus de points pour gagner la partie. D'un point de vue opérationnel, ce qui va se passer, c'est que l'animateur, il va gérer le déroulement du jeu, il va l'animer via son PC et de l'autre côté, chaque participant va pouvoir répondre, à partir d'un PC, d'une tablette, d'un smartphone, donc aussi bien en salle, tous ensemble, aussi bien à distance, dans cette modalité-là. Les retours, en fait, sur cette expérience, ils ont été plutôt très positifs. Ça a été vu comme une expérience ludique, ciblée, qui était, accessible, pour tout le monde et de partout, et qui facilitait les échanges. Côté animateur, après, une petite mise en main de MobiTeach assez rapide, on comptait à peu près une demi-heure, les retours des animateurs étaient que c'était génial à animer en gros, que ça booste les équipes et que ça permet d'avoir un bon moment de partage, avec justement les apprenants, les participants. Côté participant, évidemment le côté ludique, je crois que tout le monde se prend au jeu d'être premier à gagner, de répondre aux questions, de mettre des bonus. Donc ils ont appris plein de choses et ils ont validé la méthode pédagogique pour cette formation. Et puis ce qui est intéressant, et on parlait justement de data juste avant, c'est que côté campus APAV et côté groupe, MobiTeach en fait permet de consolider les résultats de cette capsule. Donc on va pouvoir suivre les datas de ces formations, voir les scores d'équipe, et puis pouvoir valider finalement la participation de ces personnes à cette formation avec un score lié.
L'autre avantage en fait de cette capsule, qui est super intéressant pour les formateurs, c'est qu'elle est réutilisable. C'est-à-dire qu'on peut très, très bien venir, modifier le lot de questions pour traiter d'une autre thématique et puis, s'en servir dans un autre cadre également. Donc la rejouabilité du jeu de formation est importante. Et puis, globalement, en fait, sur cette expérience, de capsule ludique, on peut dire qu'elle a vraiment permis avec succès, de remettre le digital au cœur du présentiel, pour renforcer, d'une part l'engagement des apprenants, pour favoriser leur participation, mais aussi pour permettre de mieux ancrer les messages. À t'écouter, je me rends compte qu'on est évidemment bien loin de la querelle des anciens et des modernes d'il y a 20 ans, c'est-à-dire ces startups du e-learning qui mettaient en cause, je dirais, l'organisation et les modalités de formation traditionnelles, les organismes de formation qui s'inquiétaient, qui considéraient que le e-learning, c'était pas vraiment de la formation, eh bien la maturité sur les technologies, sur les pratiques pédagogiques s'étant beaucoup accrue, notamment d'ailleurs avec la période du confinement et du Covid qui a vu la suppression tout à coup de tout le présentiel et qui a obligé finalement les organismes de formation à se dire mais qu'est-ce qu'on peut tirer du digital et toutes ces réflexions, toute cette maturité acquise à travers 20 années d'expérience du digital débouche sur une convergence finalement entre le présentiel et le digital, que ce soit donc les modalités synchrones, asynchrones, formelles, informelles, présentielles ou à distance. Et on voit bien là, dans le cas du campus à Pave, qu'est-ce que ça donne à l'arrivée et à quel point les formateurs ont enrichi leur métier au passage. Donc, Mmh. mille merci pour l'exemple à Pave qui, je pense, est tout à fait illustratif. Et d'ailleurs, Virginie, je te conseille vivement de faire déposer à ton client à Pave un dossier de candidature au trophée du Digital Learning 2025 parce que il a beaucoup de titres Mmh. à faire valoir pour obtenir une bonne position dans ce concours gratuit, je le rappelle, pour les responsables formation. On peut C'est en peut-être cours, oui. passer maintenant à un autre chapitre sur les outils d'évaluation. Je le disais précédemment, donc peut-être est-ce qu'on peut passer au nouveau slide. Il y a une offre qui existe chez Expertime, qui est une offre très complète et de grande qualité sur l'évaluation de la formation, et cela depuis longtemps. Et donc, juste avant de laisser la parole à Pierre-Henri là-dessus, je voudrais insister sur le fait que, évidemment, l'évaluation est aussi, les dispositifs d'évaluation sont aussi bouleversés par l'introduction de l'intelligence artificielle, mais il est évidemment bien préférable d'introduire l'intelligence artificielle sur des dispositifs qui ont fait preuve de leur robustesse et de leur intelligence que d'essayer de se lancer comme ça avec l'intelligence artificielle un peu n'importe comment dans l'évaluation de la formation, c'est-à-dire l'évaluation de la qualité et l'évaluation de l'impact de la formation. Et je pense que ça c'est aussi un des points forts d'Expertime sur la question. Alors, peut-être, Pierre-Henri, tu peux nous dire maintenant comment tu as vu évoluer cette année le marché de l'évaluation, puisque tu es au cœur de ce marché. Oui, merci effectivement. Alors on a vu également beaucoup de demandes sur de la certification des compétences. On parle même de plus en plus de micro-credentials. Donc je ne sais pas si c'est un terme qui peut-être tu en parles de temps en temps, Michel. Je ne sais pas. C'est une demande un sujet qui va en tout cas apparaître de plus en plus de devoir certifier. Alors c'est vrai que bon, pendant très longtemps, les outils d'évaluation portaient essentiellement sur des tests de connaissances. Mais ça y est, on a vraiment dépassé ce sujet aujourd'hui. Certifier une compétence, c'est de savoir de faire un 360, hein, aussi bien sur les savoirs, sur les savoir-faire, les savoirs de comportement. Donc là, très clairement, on a une forte demande aujourd'hui sur ce type de projet et qui vise donc de la certification, de la micro-certification. Donc ça, c'est des sujets qu'on voit apparaître, mais qui ont très clairement accéléré. Et vu la tendance, j'ai l'impression que le sujet est vraiment sans ralentissement et il sera poursuivi dans les années.
Alors après, ces outils, comme on se le dit aussi, ils n'ont pas été épargnés par les sujets d'intelligence artificielle. Encore une fois, on retrouve finalement les mêmes mouvements que dans les outils auteurs. On va parler déjà d'IA générative. Alors, avec cependant une demande entre guillemets de discrétion, ou en tout cas des contenus. Ça, c'est une forte demande. On voit bien que dès qu'on parle d'évaluation, dès qu'on a la possibilité de fournir des sources à l'IA, il est demandé effectivement de ne pas forcément les traiter sur les modèles génériques. Donc là, l'idée, c'est même de pouvoir apporter directement ses propres contenus pédagogiques, son propre corpus, et de générer de l'évaluation sur la base des corpus fournis, et pas forcément sur la base de connaissances générales qui pourraient être trouvées sur les modèles plus généraux. Donc ça, c'est une vraie demande. Donc on voit bien comment l'IA permet de créer des questions, mais pas uniquement sur la partie création, là aussi sur la partie médiatisation. Je pense qu'on va aussi, en tout cas, ça va être un travail chez nous sur les phénomènes de traduction, la capacité de pouvoir traduire très rapidement des évaluations pour nos clients qui travaillent à l'international. Et puis, ce qu'on voit aussi apparaître, ça c'est aussi assez impressionnant, on aurait parlé de ça il y a quelques années, j'aurais eu du mal à y croire, mais c'est la capacité de l'IA à faire de la correction, et en particulier de la correction de questions ouvertes. Et ça, c'est toujours ça a été un vrai sujet, puisque pendant assez longtemps, on faisait des questions qui étaient forcément fermées, avec des QCM, avec des probabilités non négligeables enfin, en tout cas de bien formaliser des distracteurs. Là, on a aussi la possibilité désormais de travailler sur des questions ouvertes et de proposer à l'IA, en tout cas, d'assister les correcteurs, en tout cas, dans leurs réponses. Ça, c'est quelque chose assez intéressant, toujours en termes d'évolution. Et puis, on le verra aussi aujourd'hui, on collecte encore une fois, par définition, avec l'évaluation et le nombre de données. On travaille beaucoup avec des rapports un peu prédéfinis. Il est probable que l'analytique nous aidera à faire un peu plus d'analyse un peu plus fine à terme sur tout ce qu'on peut collecter avec les outils d'évaluation. C'est-à-dire, au fond, il y a une extension euh, à l'évidence du domaine de l'évaluation. On est bien loin, là aussi, de l'évaluation sous la forme de feuilles d'évaluation à l'issue du stage présentiel qui a existé pendant des dizaines d'années. On s'est même éloigné du petit quiz qui vient clôturer un module e-learning de 10 minutes ou d'un quart d'heure pour vérifier finalement quelles sont les informations ou les connaissances, appelons ça comme ça, qui ont été retenues. On est loin de la seule, comment dirais-je, capacité des dispositifs à évaluer la qualité de la formation telle qu'elle a été ressentie par les apprenants eux-mêmes, puisqu'aujourd'hui, on est en mesure de mesurer l'impact de la formation sur le business, tout simplement. C'est-à-dire on est en mesure de donner vie au modèle de Kirkpatrick, qui est un très vieux modèle qui a plus de 50 ans d'âge, mais qui a fait ses preuves. Et cela, c'est intéressant, c'est rendu possible grâce aux outils dont tu viens de parler, à quoi effectivement l'intelligence artificielle ajoute une couche extrêmement importante. C'est par exemple, voilà, je donne l'énoncé d'une compétence et je demande finalement à l'intelligence artificielle de me décliner cette compétence comme un agrégat de 10 micro-compétences. On revient là aux micro-certifications et finalement à chacune des micro-compétences, on va demander à l'intelligence artificielle de produire 30 ou 40 ou 50 questions qui sont à même de mesurer si cette micro-compétence est acquise ou pas. Ces centaines de questions qui sont produites très facilement par l'intelligence artificielle peuvent rentrer dans des questionnaires qui sont produits aléatoirement à partir des bases de questions, qui sont produits et diffusés auprès des apprenants avec des systèmes de relance pour s'assurer que les apprenants ont bien répondu. Et derrière tout ça, il y a des mesures d'écart avec un référentiel de micro-compétences et finalement des recommandations de formation qui vont avec, etc. Voilà aujourd'hui quel est le monde de l'évaluation tel qu'il est en train de se dessiner depuis déjà d'ailleurs une vingtaine d'années, mais
en accélération, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Et je crois que notamment pendant des dizaines d'années, on s'est questionné sur le calcul du ROI de la formation, c'était une espèce de serpent de mer. Hein. Les responsables formation aimeraient bien démontrer à la direction financière ou à la DRH ou à la direction tout court que un franc ou un euro investi dans la formation, ça débouche sur un véritable retour sur des KPI très opérationnels. Hein. Et les KPI, on peut les imaginer là aussi très variés grâce à l'intelligence artificielle. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus un serpent de mer. Aujourd'hui, on est capable, en interfaçant les systèmes, notamment les systèmes d'évaluation de l'impact formation avec finalement les systèmes métiers comme les CRM, les supply chain, etc., de démontrer véritablement quelle est la valeur créée par la formation. Donc là, il y a un nouveau monde, extension du domaine de la formation pour reprendre un célèbre écrivain. Il y a un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir, mais qui ne peut s'ouvrir qu'à la condition d'être supporté par des technologies et des outils. Donc, il est absolument essentiel que les services formation continuent de développer leurs compétences sur ces technologies. Mais j'étais un peu bavard et j'aimerais laisser la parole à Virginie maintenant sur un sujet ô combien passionnant où là, on va parler de qui est finalement comment l'intelligence artificielle aujourd'hui est en train d'investir, j'entends l'intelligence artificielle générative, investir tout le monde de la création de contenu e-learning sur mesure ou pas. Euh, oui, merci Michel. Je pense que tout le monde l'a vu, hein, cette année 2024, c'est l'explosion de l'IA dans les pratiques et les outils de création de contenu pédagogique. Là, jusque-là, c'est pas un scoop. C'est un sujet qui est très discuté, dont tout le monde parle. Et finalement, tout le monde, au cours de cette année, a plus ou moins appris à travailler avec ces nouveaux outils. Alors voilà, il est devenu possible de générer des voix off de bonne qualité, de créer du contenu, de créer des scénarios, du storytelling, de reformuler du contenu, de créer des questionnaires, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, ou d'analyser même des corpus pédagogiques, de produire des traductions automatiques aussi. Je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a un nouvel outil qui s'appelle Google Notebook LM, qui est un outil qui vous permet notamment de générer une synthèse d'un ensemble de documents. Vous pouvez mettre jusqu'à 50 documents de différentes natures dans l'outil. Ça vous génère un résumé, une synthèse. Ça peut aussi vous générer une liste de questions pour approfondir le sujet, pour aller plus loin. Et par extension, ça peut même aussi vous générer un podcast à 2 voix pour traiter du sujet. Donc, il y a vraiment des outils qui percent et qui sont super intéressants. Et on observe en fait qu'à chaque étape, ou presque, on a toujours un peu une IA qui est là pour aider le métier d'ingénieur ou de concepteur pédagogique. Ces outils vont même parfois jusqu'à être directement intégrés dans des outils de création de contenu pédagogique, de plus en plus même, pour aider les concepteurs. Alors, on dit qu'à chaque étape, il y a une solution IA. On est quand même loin finalement du fantasme où les IA remplaceraient complètement les ingénieurs pédagogiques, pour les rassurer aussi. En fait, l'utilisation de ces IA, elle requiert une relecture humaine évidente. Je pense qu'il faut bien mettre un petit warning et garder en tête que le contrôle d'un expert reste nécessaire, notamment pour tester de la qualité et de la véracité du contenu. On sait qu'on peut distordre l'IA et qu'elle peut générer des erreurs, donc il faut quand même être assez vigilant. Pour attester aussi que les formations, et surtout, et ce point je trouve est très important, pour attester que la formation répond bien aux objectifs pédagogiques visés, en fonction de la cible à qui la formation est adressée, ça c'est super important. Pour s'assurer aussi parallèlement que les voix off prononcent bien les mots correctement, que les traductions sont bien faites. Un autre warning aussi qui est à faire sur ces IA, c'est que on peut soulever la problématique des données sensibles. Alors, même si certaines IA aujourd'hui permettent de se baser sur un corpus client uniquement, on peut quand même se poser la question de la sécurisation de ces données. Bon, après ça, c'est une question que je laisse ouverte à la discussion. Je n'ai pas forcément la réponse aujourd'hui. Et il y a un autre point aussi que j'aimerais aborder autour de cette thématique pour prolonger la réponse à ta question, Michel. C'est que pour moi, quand on parle de l'impact de l'IA sur la création de contenu pédagogique, moi j'ai très très envie de parler de la thématique de l'accessibilité et de l'inclusion sociale. Je pense que cette problématique entre accessibilité et IA, elle a émergé au cours de l'année 2024
Pour moi, ça doit être un vrai enjeu de l'année 2025, et un peu de s'imaginer comment, en fait, on va pouvoir s'appuyer sur l'IA pour faciliter l'accès à la formation pour tous. Alors, on sait déjà qu'il y a des choses qui se font, hein. On peut faire de la traduction automatique, du sous-titrage, il y a de la description d'images. Moi, personnellement, j'attends d'en avoir un peu plus et d'en voir un peu plus sur la création de versions adaptées pour des apprenants qui ont des besoins spécifiques via les IA. Et voilà, je suis très impatiente de voir comment l'IA peut aller plus loin pour améliorer toute cette expérience d'apprentissage. Et puis aussi, par extension, comment les outils de création pédagogique vont pouvoir s'emparer du sujet aussi, et comment ils vont pouvoir intégrer cette problématique au cœur de leur développement, de leur roadmap, pour rendre la formation accessible à tous. Donc préoccupée, Virginie, par la question de l'accessibilité et à juste titre, parce que il est tout simplement impossible que des personnes en entreprise restent au bord du chemin Mm. quand les autres bénéficient de toutes les possibilités de se former. C'est vrai que à t'écouter, on se rend bien compte que l'intelligence artificielle là est un game changer là, la générative pour tout le monde de la production des contenus. Mais ça change la vie, pas seulement des apprenants, ça change la vie des concepteurs, ça change la vie des formateurs, ça change la vie de tous les métiers finalement Oui, de la formation avec les bornes que tu as marquées, c'est-à-dire toutes ces questions juridiques du droit à la propriété, ces questions de la capacité à dialoguer avec l'intelligence artificielle pour construire des stratégies de formation, pour les attacher au domaine du développement des compétences attendues par l'entreprise, aligner les compétences sur les marchés pour développer des contenus, etc. Il y a un vaste sujet de conversation, c'est le sujet des prompts en fait. Hein. Et on s'aperçoit que là, il y a tout un savoir qui est à acquérir. Et là aussi, la difficulté, c'est que ce savoir-faire, c'est pas un savoir-faire, je dirais, qui oublie l'ancien monde. Hein, je dirais, la conversation, c'est celle que Socrate a développée dans l'Antiquité, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. C'est toute la maïotique, c'est comment est-ce que j'apprends à converser, à écouter, à poser des questions, à rebondir sur les questions, etc. Et là, il y a toute une... Paradoxalement, l'intelligence artificielle, pour être bien utilisée, suppose un niveau de soft skills hein, extrêmement élevé et une culture, un esprit critique qui étaient apportés par l'éducation autrefois, qu'il est un peu moins sans doute aujourd'hui quand on est BA devant les technologies. Donc je crois il y a tout un enjeu là pour les métiers de la formation, d'utiliser cet outil de façon sensée. Je ne sais pas si Pierre-Henri veut rebondir là-dessus et veut rebondir sur l'utilisation qui est faite finalement de l'intelligence générative dans des outils comme Elucida, des outils auteurs comme Elucida ou d'autres que vous maîtrisez, que vous utilisez chez vos clients. Mais quel est ton point de vue là-dessus? Déjà, je dirais qu'il y a aussi, en fait, c'est pas neutre sur la transformation qu'on voit chez nos clients. Je crois qu'on a un peu deux tendances actuellement. Et tu l'as cité, tu as des outils, tu as des outils très professionnels qui sont vraiment dédiés à des agences. On peut parler de Storyline, on peut bien sûr parler de Lucidat, qui sont des outils qui nécessitent quand même une certaine maîtrise avec un certain nombre on va dire, de jours de formation, voire d'accompagnement pour utiliser pleinement tous ces outils-là. Donc, ce sont des outils très orientés professionnels. Et puis, en parallèle, là, je trouve que c'est un mouvement assez intéressant. On voit aussi apparaître, on a chez nous un outil qui s'appelle Create, des outils qui sont vraiment très grand public, je dirais plutôt, qui vont plutôt s'adresser à des experts métiers. Finalement, pour ces personnes, avec une prise en main quasi intuitive, quasi sans formation, ils ont la capacité de fournir leur contenu et automatiquement l'outil va générer des modules de formation compatibles avec Internet, très bien médiatisés, alors avec les alertes dont tu as parlé Virginie, mais qui globalement sont excessivement simples à utiliser. Et ce qui autorise en fait certains de nos clients, on a un exemple assez intéressant chez Decathlon, qui vient d'acheter quasiment 500 licences. Donc on voit bien qu'ils ont une véritable volonté de donner à tous la possibilité de créer des contenus. Donc ce sont
voilà, des experts métiers qui vont pouvoir s'approprier ces outils et développer des petits modules de formation en interne, en toute autonomie. Voilà. Donc, je trouve ça assez Pour intéressant. vous donner une idée, Pierre-Henri, j'ai regardé, Oui, il y a 785 utilisateurs sur le compte Elucidat et Decathlon a produit pas moins de 11 000 modules depuis 2020 par les experts métiers, d'accord, pour donner quelques d'accord, qui ne chiffres sont pas pour compléter ce que et je qui ne disais. sont pas passés par les agences. Donc Exactement, voilà. on voit vraiment l'autonomie des clients aujourd'hui, la capacité des clients à être autonomes sur la création de contenu. Voilà. Euh, voilà, donc je sais pas, peut-être que Virginie, tu peux aussi compléter ce que tu veux bien Oui, faire. oui, après, voilà, je pense que l'IA a pas foncièrement changé ces deux grandes tendances, mais elle est venue renforcer en tout cas la simplification de l'utilisation d'outils un peu plus de type rapid learning. Ils s'équipent de plus en plus de fonctionnalités IA et ça effectivement entraîne beaucoup plus d'autonomie des équipes. Donc on voit vraiment que la conception, elle est pas réservée qu'aux seuls concepteurs de métier, mais qu'elle s'ouvre vraiment à tout le monde de plus en plus facilement. Moi, ça m'évoquait juste la question de me dire quelle va être l'évolution aussi du métier de concepteur pédagogique à l'avenir. Une conséquence possible qui pourrait être l'évolution de ce rôle de concepteur pour des clients plutôt comme un rôle de concepteur coach pédagogique pour les experts métiers, qui viendrait peut-être être garant de la qualité, de la production, du bon alignement du contenu avec les objectifs visés par la formation. Et ce serait plus voilà, une logique d'accompagnement de pas à pas comme du coaching en gros. Mais voilà, ça reste une prédiction, hein, je me pose juste la question et j'ai pas la réponse aujourd'hui. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle nous pousse à sortir d'un rôle d'exécutant, aussi, comment dirais-je, en tous les cas, de sortir du seul rôle d'exécutant, aussi d'ailleurs puissant et intéressant soit ce rôle d'exécutant pour devenir stratège. Dans la mesure où bon, bah, il y a une époque, quand on développait des modules e-learning, déjà on avait une idée de la qualité de ce que devait être un module e-learning, et entre le moment où finalement le département formation recevait une commande et le moment où il livrait le module e-learning, il pouvait se passer 3, 4 mois, 6 mois. Ne parlons même pas des serious games, c'était parfois un an et demi. Dans le monde, à la vitesse à laquelle il va maintenant, il est absolument impossible de prendre des délais aussi importants. Alors pour casser ces délais, que faut-il? Il faut multiplier le nombre d'auteurs. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre possibilité, mais encore faut-il, d'une part, doter les auteurs qui sont des auteurs, je dirais, non spécialistes, non concepteurs multimédia, au contraire de Virginie. Encore faut-il les doter d'outils simples d'utilisation. Mais en même temps, encore faut-il éviter le risque du n'importe quoi en Mm, matière de production de modules de formation. Le mm, responsable formation ne peut pas laisser passer n'importe quoi sur le portail de formation de l'entreprise. Donc là, on voit bien que les concepteurs traditionnels de l'entreprise sont obligés de s'élever dans ce rôle d'accompagnement que vous disiez, de formation, mais aussi d'homologation mm, des contenus, de définition d'un certain nombre de règles finalement, et ça c'est de la stratégie, hein, et ensuite d'animation d'un réseau d'auteurs. Et bien entendu, pour être crédible, légitime dans ce réseau d'auteurs, dans cette animation, il faut conserver soi-même une part de production et continuer de se frotter aux outils pour rester de toute façon le spécialiste référent de l'outil et du domaine concerné. Donc je trouve que c'est absolument passionnant ce qui arrive là. Et bon, ça s'est pas dessiné en 6 mois. Hein. On voit bien que ce mouvement, il existe. Vous en parliez, tu en parlais, Virginie, le rapid learning par exemple. Mais on voit effectivement l'user generated content. On voit que ceci est en train de se développer massivement et ouvre des portes considérables aux professionnels de formation. Euh, Maintenant, je pense qu'on peut demander à Pierre-Henri, via les enjeux 2025 et les innovations à anticiper, on peut lui demander de lire dans la boule de cristal. Pierre-Henri, je te demande de lire dans cette boule de cristal, dis-nous de quoi l'avenir sera fait pour qu'on investisse Allez. intelligemment notre temps et notre argent l'année prochaine. Oui, c'est ce que j'allais te demander. On prend rendez-vous déjà pour 2026 pour voir si les prédictions étaient bonnes ou non, il y a des choses que je pense. Bon, déjà, effectivement, on reste
nous, éditeurs d'une solution LMS. Donc, on va influencer notre elle est, même si déjà l'IA est déjà présente, on en a beaucoup parlé, elle va être présente de plus en plus, en tout cas, dans les outils auteurs intégrés au LMS. On a parlé pour l'instant d'outils auteurs externes, mais beaucoup de LMS aujourd'hui permettent de créer des sources pédagogiques. Et il est évident que l'IA doit évidemment intégrer le LMS pour la partie création de contenu, probablement aussi pour l'analyse de données. La recommandation de contenu, jusqu'à présent, il faut reconnaître qu'on travaille beaucoup avec des règles, je dirais des règles déterministes. Vous pouvez dire que si des personnes avaient apprécié tel contenu et que d'autres personnes avaient le même métier, on peut estimer que les personnes qui ont le même métier pourraient apprécier le même contenu, donc leur recommander. Mais on était sur des règles très déterminées. Donc là, très clairement aussi, voir l'IA intégrer les recommandations. Puis il y a quelque chose qui, en tout cas, est chose que je trouve très intéressante, c'est l'apparition des tuteurs virtuels dans les LMS. Et en particulier, je trouve que c'est assez intéressant de mettre en place une espèce de petits chats pédagogiques qui vont pouvoir accompagner un contenu. Je trouve que c'est un vrai trait d'union entre la formation synchrone et la formation asynchrone. On voit bien que sur l'intérêt d'une formation présentielle, c'est d'avoir un formateur qui va pouvoir faire des remédiations, qui va pouvoir interagir avec les apprenants. Malheureusement, ça nécessite quand même une certaine logistique, un temps de présence, et la possibilité de mettre des tuteurs virtuels fonctionne vraiment très très bien. C'est assez bluffant. J'ai eu l'occasion d'en utiliser. Ou encore une fois, toujours sur le contenu pédagogique qu'on va fournir aux tuteurs virtuels, les apprenants vont pouvoir, à travers un chat, poser des questions, demander des redéfinitions, et avoir ce chat qui va pouvoir leur répondre de façon extrêmement pertinente par rapport aux contenus qui ont été fournis. Donc je trouve que les tuteurs virtuels, à mon avis, pourrait être probablement une évolution assez intéressante qu'on pourrait voir apparaître dans les LMS. En tout cas, nous, on y croit fortement. Alors, il y a un frein aussi qu'on observe chez certains de nos clients qui trouvent que l'administration du LMS est quelque chose voilà, qui nécessite beaucoup de temps, qui est assez chronophage. On pourra peut-être aussi, en tout cas, c'est un sujet sur lequel nous travaillons, travailler avec un chat qui serait, on va dire, une administration du LMS assistée par l'IA. Donc, avec la capacité de pouvoir dialoguer directement avec un agent et de pouvoir lui donner directement des instructions et avoir cet agent qui pourrait effectuer des tâches d'administration du LMS. Ça, c'est un sujet qu'on avait un peu évoqué en termes d'intérêt auprès de certains de nos clients et qui a eu beaucoup on va dire, d'adhésion. Donc, je pense qu'on y sera, en tout cas, on va y travailler, en tout cas de notre côté. Je pense aussi qu'il y a peut-être, puisqu'on parle aussi un petit peu d'anticipation, on a parlé effectivement de la facilité de créer des contenus à travers ces outils moteurs qui étaient devenus très productifs. On parlait même de ces outils moteurs destinés même aux experts métiers qui vont être amenés à créer énormément de contenu. Là, je crois qu'il va y avoir un petit sujet marketplace qui va devenir plus riche, en tout cas en termes d'offres, puisque on a des contenus qui sont quand même plus courts, beaucoup moins chers, plus accessibles. Donc on commence à avoir des volumes très conséquents de contenus apparaître, des contenus génériques. Alors on a pu, en tout cas, on a pu constater que malheureusement les marketplaces à ce jour il manquait un petit peu de maturité. Je parle de maturité technique, pas en termes de contenu. Il y a quand même pas mal de difficultés à être capable de découvrir toute l'offre, à travers capable de la mettre à jour, à travers la possibilité de faire des recherches intelligentes dans ces marketplaces. Je sais que nous, il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup, donc on va développer ce qu'on va appeler un dispatcher, c'est-à-dire la capacité d'avoir des marketplaces qui sont capables, toujours en s'appuyant sur le protocole SCORM, qui est un peu le fondamental de notre marché, de pouvoir s'adresser à des LMS clients, mais en revanche en conservant le contenu directement sur le marketplace. Et alors on avait un petit problème technique, bon, là, sans vouloir discuter réellement de difficultés, ce qu'on appelle le cross-domaine. Une des difficultés, c'était de pouvoir gérer du contenu de manière centralisée, mais d'être capable de le diffuser sur des LMS qui étaient sur des domaines tierces. Des petits problèmes de sécurité
via SCORM, qui aujourd'hui on arrive à contourner avec des technologies telles que je le décrivais, donc souvent des dispatchers. Et ça, c'est très intéressant pour ceux qui vont être amenés à offrir du contenu à ces éditeurs, parce qu'ils ont clairement la capacité de pouvoir visualiser ou en tout cas observer comment le contenu est consommé chez leurs clients sur ces différents LMS. Alors qu'actuellement, c'est pas trop le cas. Je vois quand même pas mal de contenu fournir un package, le livrer à leurs clients, n'avoir aucune visibilité sur l'utilisation qui est faite. C'est-à-dire qu'en termes de métriques, en termes de tarification, c'est toujours un petit peu, je trouve voilà, un peu complexe. En tout cas, de savoir quelle est l'utilisation qui en est faite. Si on leur propose effectivement d'avoir des marketplaces centralisés avec la possibilité de bien observer le contenu et l'utilisation du contenu qui en est fait chez leurs différents clients, ça leur permettra d'avoir des tarifications beaucoup plus souples, beaucoup plus adaptées, en tout cas ce qui attendront leurs clients. Voilà, donc ça c'est un petit peu les choses que j'anticipe, en tout cas sur nos outils. Voilà, puis, écoute, il y aura peut-être d'autres sujets qui apparaîtront. Ben, écoute, moi je voudrais m'arrêter sur deux points en particulier que tu viens de traiter là. Déjà l'administration assistée par l'IA et après les marketplaces. Concernant l'administration assistée par l'IA, je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant parce que je me souviens de tous les débats qui existent sur l'expérience d'utilisation, où on voit bien que les éditeurs de LMS ont très largement développé des améliorations en matière d'UX pour les apprenants, mais les responsables formation ont souvent dit aux éditeurs de solutions, ça c'est très sympa, vous traitez parfaitement bien les apprenants, mais regardez-moi quand j'administre la plateforme, vraiment l'expérience d'administration, elle est pas terrible. Hein. Et c'est vrai que c'est un problème. Il est difficile de demander à un éditeur de soigner particulièrement, d'investir énormément dans l'expérience d'administration quand il y a 2 ou 3 administrateurs d'une plateforme dans une grande entreprise, alors que ça va de soi lorsqu'il y a des milliers ou des dizaines de milliers d'apprenants qui vont se connecter, eux, au portail de formation de l'entreprise. Je trouve que la piste d'administration assistée par l'IA est une excellente piste pour résoudre ce problème, c'est-à-dire pour pas seulement travailler sur l'expérience d'administration de la plateforme, mais surtout finalement répondre juste à temps, exactement comme il le faut, aux questions d'administration qui sont posées finalement par les administrateurs, sans forcément remettre en question d'une façon générale l'expérience d'utilisation, qui est un vaste sujet. Donc je trouve que là, il y a quelque chose d'extrêmement prometteur. Quant au marketplace, là, c'est un vaste sujet. Je fais le même constat que toi. Je ne vois pas de marketplace qui me convienne ou qui ait vraiment résolu le problème aujourd'hui sur le marché. Ben, pour plusieurs raisons. Déjà parce que la marketplace, c'est pas seulement une marketplace qui va aller chercher des contenus, des catalogues de contenus e-learning sur étagère auprès de tel ou tel éditeur. La marketplace doit aussi, qu'on le veuille ou non, prendre en compte les contenus qui sont créés à l'intérieur de l'entreprise. Le collaborateur doit de façon très simple pouvoir finalement adresser des contenus créés dans l'entreprise comme des contenus sur étagère créés en dehors de l'entreprise. Donc déjà, là, il y a un premier problème que je trouve pas bien traité. Deuxième problème, c'est l'identification des contenus pertinents. Traditionnellement, le responsable formation abonne l'entreprise à un catalogue de contenu sur étagère, voilà, à partir de certaines thématiques, etc. Mais enfin, tout ça est évolutif. Il existe des tas d'autres catalogues qui existent sur le marché. Il faut identifier ce qui correspond en temps réel, quasiment, finalement, à l'attente des apprenants eux-mêmes, parce que les apprenants sont les clients, les métiers sont les clients du responsable formation. Donc, quelque part, il doit leur apporter les catalogues en question. Et là, c'est vrai que quand on prend ces catalogues qui existent sur le marché, c'est un troisième problème, c'est qu'on fonctionne en silo. Ils ont tous des logiques pédagogiques différentes. Chacun ses modalités, chacun son approche, chacun les types de ressources qu'ils utilisent, etc. Autre dimension qui manque, même si certaines plateformes essayent de le faire, c'est la dimension scoring social. Après tout, quelle est la meilleure
le meilleur contenu, c'est celui qui est plébiscité par les apprenants eux-mêmes, hein, comme on peut le voir par exemple sur des chaînes YouTube. Bon, mais là aussi, ça suppose finalement que la plateforme dispose d'une couche supplémentaire de scoring social qui peut être adressée par les apprenants pour noter les contenus. Bref, on s'aperçoit que si on veut créer une marketplace qui prend en compte tout cela, plus l'utilisation de l'intelligence artificielle au service des experts pour permettre d'identifier les meilleurs contenus, de les mettre à jour, etc., on s'aperçoit que c'est un domaine qui est encore relativement immature, mais qui devrait fortement progresser dans les années qui viennent. Alors aujourd'hui, la solution, c'est que les entreprises adressent directement des catalogues via des contrats avec de contenu sur étagère. Des éditeurs de plateformes LMS ont constitué des marketplaces parfois extrêmement importantes, souvent de contenus qui émanent d'entreprises qu'ils ont rachetées ou d'accords qu'ils ont passés avec des grands éditeurs ou des grands organismes de formation. Mais je pense qu'il y aura des bouleversements à ne pas en douter dans les 2 à 3 ans qui viennent sur cette question, parce qu'il y a un besoin de gagner fortement en maturité là-dessus. Je ne sais pas si Virginie avait quelque chose à rajouter ou à ce qu'a dit par exemple Pierre-Henri sur ces évolutions et les innovations anticipées, notamment dans votre domaine de la production de contenu. Après sur, le 2025, ça rejoint vraiment les problématiques que j'ai pu évoquer. Donc, voilà, comment, l'ajout de toutes ces IA dans les outils auteurs va modifier, ou pas le tout ce qui est métier, en fait, lié à la conception pédagogique. Je pense que c'est ce dont je parlais, en fait. On n'est pas dans un remplacement, on est dans des outils qui assistent, et c'est, comment on vérifie que ces outils sont bien utilisés et que c'est au service de la formation et de la qualité du contenu, ou comment on accompagne les experts métiers à avoir cette vision aussi très fine de la qualité et de la véracité des informations qui sont utilisées, des objectifs pédagogiques. Pour moi, c'est vraiment un enjeu en fait d'accompagnement également de ces équipes internes, au-delà du rôle aussi de concepteur pédagogique. Et puis cette question de l'accessibilité qui pour moi reste centrale, effectivement, à creuser sur 2025 à travers l'IA. Pierre-Henri, un mot de conclusion peut-être. Oui, alors je pense qu'on a dit beaucoup de choses. En tout cas, l'année va être chez nous très, très passionnante en termes de R&D, puisque ça reste quand même des sujets très innovants, même si les technologies sont quand même beaucoup plus accessibles. Parler d'IA aujourd'hui, c'est pas du tout le même sujet que d'en parler en 2023. Donc là, je suis assez confiant sur nos capacités à pouvoir les intégrer. L'année 2025 ne suffira probablement pas. Les sujets dont on a parlé, je pense qu'on devra en parler aussi en 2026. Voilà. En tout cas, pour ma part, notre carnet de roadmap est bien, voilà, les cartons est bien plein de minutes. Donc, non, écoute, c'est une année intéressante. Et je reviendrai à ton propos liminaire sur la simplicité. Je crois que l'année 2025 devra, malgré tout ce qui vient d'être dit sur ces innovations, donc devra composer avec ces innovations, mais devra être placée sous le signe de la simplicité, tout simplement parce que la situation économique le demande. Les budgets sont contraints. Là, tous les fournisseurs du marché me le disent, et je pense que les fournisseurs qui maintiendront le partenariat avec les clients, ce sont des fournisseurs capables d'adopter cette valeur de simplicité qui est absolument clé, voire même une valeur de simplicité qui va avec la frugalité. Hein. C'est-à-dire, on n'en a pas parlé, hein, mais je pense que c'est un sujet qui doit passionner aussi Virginie. Elle nous a parlé de l'accessibilité d'un certain nombre de publics à la formation. La frugalité, c'est aussi l'éco-conception. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la façon dont aujourd'hui on peut éco-concevoir des contenus de formation. Mais ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce serait pour un prochain webinaire. Je Parce qu'il y pense. a beaucoup à dire maintenant. Tout à fait. On y avait pensé Merci, aussi, mais on s'est dit que ça allait faire trop long. merci à vous deux. Merci Merci. de votre présence à toutes et tous.
le webinaire est enregistré, donc vous le recevrez rapidement. Vous pourrez le relire 3 ou 4 fois ce week-end parce que je ramasserai les copies lundi pour m'être sûr que vous avez bien fait vos travaux à D'accord, domicile. Bon, j'hésite d'accord. jamais à plaisanter. Hein. Tu es d'accord, hein, Pierre-Henri, hein? Oui, oui, d'une part, et d'autre part, j'imagine que tu feras ton questionnaire avec Denis. Alors. Merci à vous deux, merci à tout le En tout monde, à cas, merci bientôt. beaucoup. Merci à tous. Passe Joyeuses une fêtes de excellente fin journée. d'année. Merci, Merci. au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.